Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tech & Co, à la fois sur les box opérateurs mais sur la chaîne YouTube et sur le site de Tech & Co. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous Tech et Débat, un concept simple, un documentaire lié à l'actualité dédiée à la tech. Et puis après, on essaie d'aller un petit peu plus loin avec un débat, justement. Je vais vous présenter nos deux invités dans un instant. Mais pour débuter, bien sûr, le thème de ce Tech et Débat, nous allons évoquer l'intelligence artificielle générative. Faut-il avoir peur de cette intelligence artificielle générative qui est aujourd'hui partout dans notre société? Je vous propose de regarder ce documentaire tout de suite, réalisé par Florian Huvier et Luc Chagnon. Et on revient juste après. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Emmanuel Macron qui entonne Hier encore de Charles Aznavour. Le pape François en doudoune très tendance, Donald Trump arrêté ou des présentatrices aux voix robotiques. Jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France. À première vue, ces images très relayées au cours des dernières semaines paraissent réelles. Mais en fait, pas du tout. Elles ont été créées, ou plutôt générées, par une révolution, l'intelligence artificielle. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir. Nous sommes en novembre 2022. Un nouvel acteur apparaît en ligne, dans une indifférence presque totale. Mais en quelques jours, Internet n'a plus que son nom à la bouche. Il s'appelle ChatGPT, et il est le premier de cordée d'outils que très peu d'internautes avaient pu expérimenter jusqu'alors. Dans son sillage, on retrouve DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion ou encore Synthesia. Des applications qui sont à l'origine d'une révolution due à un élément nouveau, l'intelligence artificielle. Un concept resté assez abstrait pour le grand public pendant des décennies malgré son évocation régulière et qui commence aujourd'hui à s'implanter concrètement dans notre société. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques qui essaient de reproduire des comportements humains. Donc que ce soit un robot physique dans l'espace ou un robot qui a une conscience et qui va réfléchir, c'est de toute façon lié à reproduire des comportements humains. On désigne par le mot intelligence artificielle en fait un secteur de recherche, un ensemble de logiciels qui sont capables de percevoir, de raisonner et de générer des informations. Alors ce sont des capacités qui étaient plutôt des capacités cognitives de l'humain et qu'on essaye de modéliser à travers de l'apprentissage avec une machine. De manière générale, en fait, l'IA est capable de générer presque tous les contenus qu'on consomme sur Internet. L'intelligence artificielle, ça regroupe donc beaucoup de choses. La création de textes, d'images, mais aussi la voiture autonome, les assistants vocaux comme Siri ou Alexa, ou bien la traduction automatique. Toutes ces choses peuvent être vues comme des exemples d'intelligence artificielle appliquée à un domaine bien précis. L'intelligence artificielle est une discipline scientifique qui essaye d'étudier les différentes facultés cognitives et de les simuler avec des ordinateurs. Et pour imiter les capacités humaines, les informaticiens ont trouvé une méthode, imiter notre cerveau. Ils utilisent des milliers de composants électroniques, appelés cartes graphiques, pour répliquer les neurones humains. Et ils les font fonctionner pendant des millions d'heures en leur faisant étudier des centaines de millions d'exemples. Dans cette situation, le cerveau humain serait noyé, mais avec une machine bien plus puissante, l'algorithme arrive à trouver des relations statistiques entre les données qu'un humain serait incapable de mémoriser. C'est le machine learning. La technique n'est pas nouvelle. Dès les années 60, des chercheurs entraînent ainsi une machine à reconnaître des lettres gravées dans des plaques. C'est le perceptron. Il y a toujours eu plein de fantasmes en fait. Dès le début, le premier chatbot par exemple a été sorti en 1966 au MIT, il s'appelait Elisa. Un chatbot très très simple qui repère des morceaux de mots dans les questions et qui va retourner les réponses. Mais ça, tout de suite, les gens se sont dit ça y est, l'IA existe, c'est super intelligent, ça va bouleverser l'humanité. Mais à l'époque, il manque une chose essentielle à ces systèmes. De la puissance, beaucoup de puissance. Il faut se rappeler que l'ordinateur n'en est qu'à ses débuts. Celui de la fusée Apollo 11, conçu en 1966, avait une mémoire vive d'environ 4 kilooctets. Aujourd'hui, un iPhone 14, c'est 1 million de fois plus. Avec le temps, les composants informatiques se sont donc améliorés, perfectionnés, jusqu'à pouvoir traiter des quantités astronomiques de données. L'historique de l'IA, je pense qu'on peut le voir dans deux dates peut-être principales. La première, c'est il y a 5 ans,
Google qui propose un nouveau modèle de réseau de neurones qui s'appelait les transformers. Et la deuxième étape, en fait, c'est plus une sorte de prise de conscience ou d'arrêter de s'auto-censurer, c'est-à-dire de prendre le risque d'entraîner ces modèles sur beaucoup plus de données que ce qu'on pensait. Pendant longtemps, on pensait que quelques millions de mots devraient suffire, parce qu'en fait, c'est ce que les humains utilisent. On n'a pas énormément de mots quand on apprend le langage, on a une dizaine de millions. Et en fait, la grande découverte d'OpenAI, par exemple, qui est le leader actuel du domaine, c'est que si on prenait le risque d'entraîner ces modèles sur 1 milliard de mots ou plus, donc le risque, c'est un risque financier, simplement, en fait, le modèle était capable à ce moment-là d'apprendre des choses qu'on ne pensait pas possibles. Ce qui a vraiment drastiquement changé et qui est formidable à l'heure actuelle, c'est la capacité de calcul. On parallélise les calculs matriciels, on a des accès à beaucoup plus de données et du coup, il y a une puissance énorme due à cette capacité d'intégrer dans des systèmes, notamment les modèles de langage dont on parle partout en ce moment, qui sont des modèles géants. Donc d'agglutiner énormément de données et de pouvoir donc modéliser finalement un univers qui représente beaucoup plus quelque chose qui est proche d'un univers humain, même si ce n'est pas du tout la même chose. Ces derniers mois, l'intelligence artificielle a secoué le monde, avec 2 sensations qui ont été immédiatement adoptées par le grand public. ChatGPT et Midjourney, ce qu'on appelle des IA génératives, c'est-à-dire des intelligences artificielles capables de générer seules des longs textes ou des images détaillées. Les premières IA, en fait, typiquement, essayaient de catégoriser des choses. Donc, par exemple, on lui donne une photo et on lui dit est-ce qu'il y a un chat, oui ou non, sur cette photo. Ça, c'est vraiment l'exemple académique de base. Les IA génératives, en fait, ça marche avec le même type de réseau de neurones. C'est juste qu'on a un peu retourné le réseau. Ce sont des réseaux de neurones formels qui sont entraînés par auto-apprentissage, en sens où on vous met un texte et puis on met le même texte en sortie. Et ce que fait le réseau de neurones, c'est qu'il va essayer d'extraire l'esprit de la langue à partir de ces réseaux de neurones. ChatGPT d'abord. Apparu en novembre, c'est ce qu'on appelle un chatbot, un programme capable de répondre aux questions qu'on lui pose et de tenir une discussion sur énormément de sujets. C'est un logiciel qu'on a l'habitude de voir un peu partout sur Internet, très utilisé par les services clients par exemple. Si vous ne l'avez jamais utilisé, ça marche comme ça. Vous lui demandez ce que vous voulez, par exemple une rédaction philosophique sur la liberté, une recette de cuisine ou comment coder un jeu vidéo. Et ça vous génère un texte qui est le texte le plus probable en fonction du prompt, la consigne que vous lui avez donnée. Un peu comme la complétion de texte automatique sur votre téléphone. Mais avec ChatGPT, ce principe entre dans une autre dimension. ChatGPT, ça repose sur un principe extrêmement simple, qui est ce qu'on appelle un LLM. C'est un modèle qui va juste essayer, quand on lui donne 10 mots, de deviner le 11e. Et ensuite le 12e, ensuite le 13e, etc. Donc c'est un modèle qui a lu, entre guillemets, des milliards de mots de texte, et qui, dans toutes les langues, et sans qui n'a aucune autre instruction, ou aucune autre programmation, qui a juste vu tous ces textes, et qui, grâce à tous ces textes, est capable de deviner le prochain mot dans n'importe quel texte. Au fur et à mesure, avec juste cette étape de lui demander de prédire le mot suivant, le modèle va apprendre en fait comment construire des phrases. Donc au début, il apprend des formes grammaticales très simples, et puis petit à petit, il est obligé, pour réussir cette étape, il est obligé d'apprendre des choses plus complexes, c'est-à-dire de comprendre d'une certaine manière le sens de la phrase pour pouvoir avoir une idée de ce qui doit suivre. Cette technologie qui a bluffé le public a été développée par OpenAI, une société américaine à but non lucratif créée en 2015. Parmi ses fondateurs, Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX. Son objectif officiel, créer une intelligence artificielle surpuissante qui bénéficierait à toute l'humanité. Elle va explorer plusieurs pistes, comme la robotique, avec une main robot capable de résoudre de véritables Rubik's Cube, le jeu vidéo, avec des logiciels capables d'écraser des humains sur le jeu en ligne Dota, ou le langage, à chaque fois en partant de la même technique, le machine learning. Ça marche uniquement avec ce principe très simple, mais qui a été entraîné à une échelle de centaines de milliards de paramètres et de beaucoup de textes. Donc c'est assez étonnant de voir comment une fondation extrêmement simple, mais à une échelle démesurée, produit des résultats qui paraissent très étonnants, comme c'est le cas avec ChatGPT. Prenons par exemple le GPT-3, le modèle de langage sur lequel repose en partie ChatGPT. On ne sait pas exactement sur quel texte il a été entraîné, mais selon OpenAI, il y a des centaines de milliers de livres,
des millions de pages web et tout le Wikipédia anglais. Ils peuvent parler, enfin plus exactement générer des textes, ensuite on peut les retranscrire à l'oral, mais bien sûr la véracité de ces textes n'est absolument pas assurée. Alors ça correspond à ce qu'on a coutume d'appeler en jargon des hallucinations. Ces hallucinations, comme les appelle Jean-Gabriel Ganassia, nous allons y revenir plus tard. Avant, nous allons nous attarder sur l'autre gros sillage génératif du moment, Midjourney. Les images du pape en doudoune, c'est elle. Emmanuel Macron en éboueur ou Donald Trump arrêté, c'est elle aussi. Mais elle peut aussi créer des œuvres allant du bizarre à l'impressionnant en quelques secondes, beaucoup plus rapidement qu'un artiste humain. Pour comprendre comment ce genre d'IA fonctionne, nous sommes partis à la rencontre du collectif Obvious, un trio d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour réaliser des œuvres d'art. Une fois que notre algorithme est bien défini et qu'on pense qu'il va bien marcher, on utilise une autre partie du code où on va mettre le texte en entrée. Donc là, par exemple, j'ai mis A Luxurious Garden, donc un jardin luxuriant, et je vais demander à l'algorithme de me faire une image qui correspond à ce texte-là. Donc ensuite, je peux lancer ça via une interface de code avec Python. Et une fois que cette image est créée, ensuite, on va pouvoir aller voir dans nos dossiers là où elle a été créée. Et donc, en l'occurrence, on a le résultat. Donc là, il y a un jardin qui a l'air luxuriant. Il est dans une certaine esthétique, c'est pas forcément ce qui me plaît ou ce que je veux voir. Et donc là, je vais devoir modifier le prompt ou modifier d'autres choses dans l'algorithme pour obtenir l'esthétique que j'avais en tête. Donc par exemple, si je veux voir ce jardin luxuriant, mais qu'en fait, je voudrais le voir aussi des terrasses en briques et qu'il y ait plutôt un style d'impressionnisme, je vais pouvoir le faire. Donc maintenant que j'ai rajouté peinture à l'huile et que j'ai rajouté une terrasse avec des briques rouges, on obtient ce résultat qui est plus proche par exemple du texte qu'on a mis en entrée. On reconnaît un peu un style de peinture à l'huile et on a bien les briques rouges, une terrasse avec des briques rouges. Ces deux exemples, qui parlent par leur impact, ne sont pourtant que deux gouttes d'eau dans l'océan des possibilités que représente l'intelligence artificielle. Par exemple, dans la vidéo, certaines IA peuvent déjà générer des vidéos entières à partir de quelques mots. Pour l'instant, la qualité va du passable au cauchemardesque, mais plusieurs géants de la tech, comme Google et Meta, préparent des versions beaucoup plus perfectionnées. Plus inquiétant, certaines IA peuvent déjà imiter la voix de n'importe qui pour leur faire dire n'importe quoi. Donald keeps losing in finals and I can't get past the first race. Oh shit, I think I downloaded it on Steam the other night. Okay, I loaded it up. How do I invite you guys? Personnalités politiques françaises ou étrangères, artistes, sur les réseaux sociaux, personne n'est épargné. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Mais l'IA n'a pas besoin de créations visuellement bluffantes ou effrayantes pour faire son effet. L'intelligence artificielle pourrait aussi révolutionner de nombreux secteurs. Par exemple la publicité, en créant automatiquement les visuels d'un produit. La cartographie, en vous permettant de visiter une carte en 3 dimensions à partir de quelques photos. Ou la médecine, avec l'exemple de la start-up Nabla. Nabla, c'est un assistant IA pour les médecins qui leur permet d'automatiser tout ce qu'ils n'aiment pas faire au cours de leur journée, principalement documenter les consultations, faire de l'administratif. Voilà, donc on a une IA qui travaille à leur côté et qui fait tout ça pour eux. L'Institut Curie, à la pointe de la recherche contre le cancer, utilise également l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des chercheurs. Elle développe un outil permettant d'identifier les cancers d'origine inconnue et dont un Français a déjà pu bénéficier. Il faut c'est qu'on soit capable d'apprendre à utiliser ces outils, comme on a appris avant à utiliser un stéthoscope, comme on a appris à utiliser des machines de radiologie. Mais quelque part, ils ne resteront que des outils. Et il faudra qu'on soit capable aussi de bien identifier leurs limites et leurs biais. De quoi révolutionner de nombreux métiers et poser de nombreuses questions. L'intelligence artificielle n'a de cesse de se développer. Au niveau mondial, les entreprises avaient déjà investi près de 280 milliards de dollars dans des projets d'IA en 2021, selon l'Institute for Human Centered AI de l'Université de Stanford. Une somme 19 fois plus importante qu'en 2013. Des investissements qui ont baissé en 2022, mais qui ont de fortes chances de repartir à la hausse. Car certains présentent l'IA comme une révolution technologique, aussi importante que le cloud, le smartphone, l'ordinateur, voire même l'électricité ou le feu. Il y a certainement un côté hype dans le fait, par exemple, que beaucoup de startups ont déjà, par exemple, des valorisations gigantesques avant même d'avoir sorti un produit.
C'est très facile aujourd'hui de quasiment toucher le milliard d'euros avant même d'avoir fait une démonstration de possibilités. Même pour ChatGPT, on attend encore de voir vraiment comment ça va se déployer, quels sont les revenus. Jusque l'année dernière, OpenAI avait des revenus très petits, très faibles. Ce terrain de jeu pour lequel se battent les investisseurs ressemble aujourd'hui davantage à un terrain vague dont il faut tracer les limites. Mais ce terrain a déjà des spectateurs qui n'ont pas, eux, forcément tout compris des règles et des enjeux. Alors qu'une grande majorité de la population mondiale apprend encore à jongler au milieu des algorithmes, l'explosion de l'intelligence artificielle rebat les cartes et soulève des questions. En ce moment, c'est un peu le Far West, c'est l'explosion cambrienne de plein de modèles, plein de startups, plein d'idées, d'applications, ça part dans tous les sens, c'est un peu expérimental. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces systèmes, c'est très magique. On a l'impression qu'effectivement, il y a une personne qui parle. En plus, elle parle très bien, elle a une syntaxe très bonne, elle a un lexique qui peut être beaucoup plus intéressant que celui que l'on connaît, qui est plus sophistiqué, qui est plus précis. Donc on risque d'avoir effectivement des complexes par rapport à ces systèmes. Ça demande une grande vigilance. Donc, même si d'un côté ça peut éventuellement aider, d'un autre côté, c'est comme beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, ça doit être manipulé avec beaucoup de précautions. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver des dérapages. En janvier 2023, la startup Eleven Labs publie un outil qui permet de reproduire la voix de n'importe qui en quelques secondes, gratuitement et sans limite. Une liberté qui a vite donné lieu à des blagues potaches, mais aussi de bien plus mauvais goût. Comme cet internaute qui a utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire la voix d'Emma Watson et lui faire dire des injures racistes ou lire Mein Kampf. Les deepfakes, ce n'est pas nouveau. Depuis des années, des stars ou même des personnes lambda voient leur image détournée, leur visage inséré dans d'autres photos ou vidéos, parfois à caractère pornographique. Mais en mettant ces technologies à disposition de n'importe qui, les IA génératifs pourraient causer une explosion de deepfake et de la désinformation. Une explosion qui est peut-être déjà là. Cet article annonçant la mort de Joe Biden, un mensonge créé à la chaîne grâce à ChatGPT sur de faux sites d'information. Cette image d'un vieil homme ensanglanté lors d'une manifestation, une illustration créée grâce à Midjourney puis détournée par d'autres comptes qui l'ont présenté comme réel. Et ce pseudo-discours de Joe Biden, lui aussi, totalement faux. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mais pas besoin d'être mal intentionné pour répandre des fake news. Le plus gros des informateurs, c'est peut-être ChatGPT lui-même. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à la base. ChatGPT est entraîné à reconnaître les régularités dans des textes et à les reproduire. Mais qui dit probable ne dit pas forcément vrai. Ce que génèrent les systèmes, ce sont des textes qui sont approximatifs, où il y a une imperfection notable. Le diable est dans les détails. De temps en temps, quand vous demandez la biographie de quelqu'un, ça va être peut-être sa date de naissance, ou peut-être que d'un seul coup, il était entrepreneur, mais il ne le savait pas. Par exemple, si je lui demande d'écrire la biographie de Jean-Gabriel Ganassia et que je lui dis qu'il est chercheur spécialiste en IA, il va écrire tout un paragraphe très clair, très crédible. Sauf qu'il y a des choses fausses. Non, il n'a pas gagné la médaille d'argent d'innovation du CNRS. Dans le milieu, on appelle ça une hallucination. Le rôle, c'est de générer du texte, ce qu'ils font remarquablement, et c'est un texte plausible. En revanche, c'est pas eux qui vont vous dire la vérité. Alors surtout, il y a une utilisation qui est faite aujourd'hui couramment. On les utilise comme des oracles. Dans l'Antiquité, c'était la Pythie qu'on allait consulter, et aujourd'hui, on demande à ChatGPT. C'est très amusant, mais ça n'est pas fait pour ça, ou plus exactement, ça peut être intéressant parce que ça provoque une discussion, un débat, mais à condition bien sûr de prendre de la distance par rapport à ce qui est généré. Le logiciel, c'est juste que, en général, dans les biographies qu'il a étudiées, sur Wikipédia par exemple, il y a souvent ce genre d'événement. Donc comme c'est probable, il va le reproduire et ça peut avoir l'air extrêmement crédible. Mais ce n'est pas vrai et ce n'est pas fait pour être vrai. Donc si les IA génératives se répandent partout où leurs fabricants veulent la vendre, à la place de recherche internet, pour tenir la comptabilité d'entreprise dans Microsoft Excel, ou même dans la médecine pour faire des diagnostics, elles pourraient aussi répandre leurs erreurs partout. On a un problème aujourd'hui qui est aussi que ces modèles n'ont pas vraiment de notion de limite de leur connaissance. En tant qu'être humain, on sait sentir quand on ne sait pas. Tout le monde ne le sait pas, mais normalement, on apprend à sentir quand on n'est pas confiant de notre savoir. Ce genre de modèle, par définition, n'a pas ça à la base. Ils sont extrêmement sûrs de tout ce qu'ils avancent.
vrai ou faux. Et on voit ça avec ChatGPT, hein, qui écrit avec une sorte d'auto-confiance, self-confidence incroyable, des choses qui sont parfois complètement fausses. Il y a bien des versions qui essayent de limiter ces hallucinations, par exemple en allant chercher des informations supplémentaires sur Internet, comme Bing, mais elles ne sont toujours pas infaillibles. La solution est une combinaison de deux choses qui est savoir exactement l'objectif qu'on lui donne et ce qu'on veut faire avec cette IA, et que ce soit pas trop large. Et deuxièmement, savoir garder les humains dans la boucle dans les cas où c'est nécessaire. Human in the loop, là, comme on dit partout, l'humain dans la boucle, c'est un sujet complexe parce qu'on ne va pas garder n'importe quel humain dans la boucle. Donc il faut absolument à chaque fois que ce soit un expert terrain. Et je dirais aussi qu'il faut peut-être aussi des experts éthiciens qui soient là pour travailler sur ces garde-fous, discrimination, biais, qui vont exister de toute façon. Mais pourquoi fait-on autant confiance à ces intelligences artificielles, y compris quand elles nous racontent n'importe quoi? Pourquoi nous fascinent-elles autant? Une partie de la réponse se cache derrière un mot barbare, l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est lorsqu'une personne, comme vous et moi, attribue des comportements, des émotions, des raisonnements humains à une chose qui en est dépourvue. Par exemple, penser que ChatGPT réfléchit. Ça pose problème parce que c'est une tentation immense pour la personne qui est en face de tout de suite projeter ses fantasmes de l'IA en disant ça y est, l'IA est devenue surhumaine ou suprahumaine et aussi intelligente que nous, a des sentiments, une conscience, etc. Il y a des capacités de projection très fortes sur l'humanisation de la machine. Elle dit en plus « je », de temps en temps d'ailleurs elle dit « nous », comme si elle faisait partie d'une certaine humanité, alors que c'est un système algorithmique, un programme informatique qui est capable de faire des productions statistiques. Les systèmes d'IA actuels n'ont pas du tout de conscience, n'ont pas du tout une intelligence d'un niveau humain, ils n'ont même pas une intelligence d'un niveau d'une souris ou même peut-être d'un insecte. Et leur donner une forme humaine, c'est faire l'erreur à la personne qui est en face de penser que c'est aussi intelligent qu'un humain. En fait, ça tend la perche à cette erreur. Ce problème n'est pas spécifique à notre rapport aux intelligences artificielles. Prêter des états d'âme à la météo ou une conscience à la nature, c'est aussi une forme d'anthropomorphisme. Et plus les IA s'expriment comme des humains, plus il est facile de penser que derrière cette expression se cache un raisonnement humain. Si un logiciel qui a lu tout Wikipédia assure sans aucun doute qu'une information est vraie, on se dit qu'il a forcément raison, non? Sauf que comme on l'a vu, pas du tout. Mais si ces logiciels ne sont que des lignes de code, ils sont conçus par des humains dont les décisions font l'objet de nombreux débats éthiques et juridiques. Par exemple, sur la propriété intellectuelle. Pour entraîner Midjourney, il a fallu lui faire analyser des milliards d'images. Mais a-t-on demandé l'autorisation des créateurs de ces images? Dans presque 100% des cas, la réponse est non. Un des enjeux de l'intelligence artificielle, c'est le copyright, parce que pour faire de la création avec intelligence artificielle, il faut mettre des données en entrée. Ces données, en général, ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, n'importe quel contenu. Et ce contenu, il a été créé par quelqu'un. Et les images, les vidéos, les textes et les audios qui sortent des algorithmes d'intelligence artificielle, qui sont inventés par les algorithmes, la question est de se dire à quel point ce que j'ai mis en entrée a influencé ce que j'ai eu en sortie. Mais est-ce que c'est légal? Eh bien, ça dépend. La loi n'est pas tranchée de manière générale et beaucoup dépend de chaque cas particulier. Certains sont particulièrement contestés, comme les chansons utilisant les voix de Drake ou de The Weeknd sans leur accord. Il y a pas mal d'artistes qui ont été critiqués parce que pour créer leurs images, ils mettaient du texte en entrée et ils mettaient dans le style d'un artiste qui est encore vivant. Et ces artistes-là, et on se retrouve avec des images qui sont clairement dans le style de cet artiste-là, comme Greg Rutowski par exemple. Et Greg Rutowski, lui, il a dit ces images, clairement, c'est mon style. Moi, je travaille toute ma vie pour créer ce style-là. Il y a une esthétique très particulière. On ne peut pas la définir avec des mots, parce que c'est quelque chose de visuel. Mais quand tu vois une image de Greg Rutowski, tu sais que c'est fait par lui. Et là, en l'occurrence, l'algorithme est capable de faire ça pour lui. Lui, ce serait bien qu'il l'utilise pour lui, parce que moi, je trouve ça intéressant. Mais globalement, si d'autres personnes utilisent et vendent ces images, là, le tribunal social a dit qu'il y avait un problème. Moi, je suis d'accord avec ce tribunal social-là. Ces IA rendent la création artistique encore plus accessible. Mais elle pourrait donc mettre des artistes au chômage en utilisant leur propre création. Et ce n'est pas le seul métier qui risque d'être bouleversé par le développement des intelligences artificielles.
Les IA génératives pourraient menacer 300 millions d'emplois d'ici 10 ans, selon Goldman Sachs. La banque américaine précise que tout dépendra des capacités réelles des IA et de ce que les entreprises décident d'en faire. Mais certaines, comme IBM, ont déjà pris les devants. L'entreprise a dit geler les embauches dans les secteurs où l'intelligence artificielle était selon elle prometteuse, comme la gestion des ressources humaines. Pourtant, c'est justement dans ce domaine que les intelligences artificielles pourraient poser de nombreux risques. Comme celle du style de ChatGPT, fonctionnent aux probabilités. Ce sont aussi des machines à clichés. Or, certains peuvent être vus comme insultants, et d'autres carrément dangereux, comme avec ces IA de reconnaissance faciale qui se trompent plus facilement sur les visages des femmes afro-américaines, ou cette IA chargée d'évaluer l'urgence des soins dans des hôpitaux américains, mais qui sous-évaluait constamment les besoins des patients afro-américains par rapport aux patients blancs. Des risques qui poussent les autorités à prendre le sujet en main. Si c'est juste un programme qui enchaîne des mots, il n'y a pas de responsable. C'est pas sourcé, donc on ne sait pas qui l'a dit. Et deux, personne n'est responsable finalement de l'emboîtement des différents mots qui sont présents. C'est des régulations qu'on aurait déjà envie d'avoir presque aujourd'hui sur les fake news. On a laissé là énormément de liberté sur Internet. Je pense que ça va juste accélérer en fait ce rassemblement, d'essayer d'avoir plus de canaux de confiance, d'essayer de rétablir une sorte de confiance sur Internet, de ce qu'on lit. Ce filtrage des fausses nouvelles devient vraiment majeur. C'est un enjeu démocratique central. Lui dit que c'est même un devoir constitutionnel de s'opposer à ces fake news. Dans le champ politique, l'Europe pourrait faire office de pionnière en matière de régulation, avec l'Artificial Intelligence Act. Ce texte, présenté par la Commission européenne dès avril 2021, devrait être adopté d'ici à la fin de l'année. Il prévoit notamment de demander aux concepteurs d'IA générative de la transparence concernant les données utilisées pour l'entraînement de leurs modèles. C'est important de comprendre que c'est en ce moment qu'on crée un pouvoir demain d'être aussi en Europe en capacité d'avoir nos propres outils. Il ne s'agit pas de refaire ce qu'on a fait avec les réseaux sociaux où on a considéré que c'était des tuyaux, donc il n'y avait pas de responsabilité à faire des tuyaux. Là, ces systèmes qui encapsulent des données, ont un effet, comme le GPT, donc sont destinés, même si c'est des outils, à être contrôlés autant que ceux qui vont déployer ces technologies pour des applications. La mise en place d'un cadre, d'une législation permettrait potentiellement de mettre un terme à un fantasme, l'AGI. Cet anagramme barbare désigne l'intelligence artificielle générale. Il s'agit d'une IA consciente telle qu'elle a été façonnée dans l'imaginaire collectif par la pop culture. C'est la forme d'intelligence artificielle qu'on retrouve par exemple dans 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator ou Robocop. Ce qu'on appelle AGI, c'est le Graal de tout le monde. C'est l'IA des films qui est omnisciente, consciente, super intelligente, etc. Donc c'est un gros sujet de débat dans les chercheurs. Il y en a qui pensent qu'on s'en rapproche, qu'on y arrive, et d'autres qui disent on est encore à 50 ans. L'AGI, c'est surtout la technologie finale, celle qui pose la question qui intrigue et qui inquiète. Risque-t-on un jour de réussir à intégrer une conscience aux intelligences artificielles ? Aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui nous permette de dire que les machines vont tout d'un coup avoir cette conscience propre qui les fait qu'elles vont choisir d'elles-mêmes leurs propres objectifs. Il y a quand même sans doute un cul-de-sac dans la technique de large language model, dans le sens où ingurgiter beaucoup de textes et ressortir une suite de mots qui est probable par rapport à ce texte, il n'y a pas de raisonnement propre. Aujourd'hui, les algorithmes, on leur parle, ils nous rendent quelque chose. Mais seuls, ils n'ont aucun objectif, ils n'ont aucune motivation à faire des choses. Et de toute façon, c'est des programmes informatiques, c'est comme une table. Une table, elle ne va pas spontanément se mettre à faire des choses parce qu'elle n'est pas auto-alimentée, ce n'est pas un être vivant, ce n'est pas un système qui se définit ses propres objectifs et qui va créer un comportement pour atteindre ces objectifs-là. Après, c'est un domaine de recherche qui est pas mal étudié, donc à voir ce qui se passe dans le futur, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut plus se poser des questions sur les gens qui nous offrent l'IA. Je pense qu'il y a cette concentration de puissance de gens qui développent cette technologie. Et c'est ça qui va définir comment sera le monde demain. Comme dans les lobbies, ça va être des équilibres de puissance. Et on a envie que l'IA, ce soit notre IA. On a envie que ce soit un bien commun qui nous appartienne à nous aussi. La crainte d'une perte de contrôle face à la machine est présente jusqu'aux acteurs même du développement de l'intelligence artificielle.
En mars dernier, Elon Musk et 1099 autres personnes ont appelé à une pause d'au moins 6 mois sur l'intelligence artificielle, dans une lettre ouverte pointant les dangers de cette technologie pour l'humanité. Mais ce moratoire ne fait pas l'unanimité. Cette lettre, c'est je pense plus, elle mélange énormément de choses, des choses importantes, des choses moins importantes. Elle focalise sur les aspects existentiels qui sont des IA qui, libérés de leur chaîne, ils restent baladés sur Internet. C'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a un aspect marketing. Je pense qu'elle pose des vraies questions, qui sont l'adaptation de la société à ces développements technologiques. Je pense aussi qu'une pause de 6 mois ne changerait malheureusement pas grand-chose. Et puis, comment est-ce qu'en pratique ça pourrait être fait avec la multiplicité d'acteurs dans le monde? Au-delà du moratoire d'Elon Musk, c'est la position de Geoffrey Hinton sur le sujet qui interpelle. Geoffrey Hinton est l'homme considéré comme le parrain, le père fondateur de l'intelligence artificielle. Ce Britannique de 75 ans qui a travaillé pendant 10 ans chez Google est un des inventeurs de la technologie de base de toutes les IA génératives, le fameux machine learning. Début mai, il a quitté ses fonctions dans la Silicon Valley et a lancé l'alerte sur le risque pour l'humanité que représente la technologie qu'il a développée. Il craint notamment que la machine dépasse l'homme, comme si l'arrivée d'une intelligence artificielle dotée d'une conscience n'était finalement pas si éloignée de nous. Voilà pour ce doc passionnant sur l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur de cette IA ? Doc réalisé, je vous le disais, par Florian Huvier et Luc Chagnon. Et je vous propose maintenant, pour aller un petit peu plus loin, de vous présenter nos deux invités dans ce Tech et Débat. Giada Pistilli est avec nous. Bonjour Giada. Bonjour. Vous êtes responsable de l'éthique chez Hugging Face. Vous êtes aussi doctorante en philosophie à la Sorbonne et au CNRS. Et puis Luc Chagnon est avec nous. Alors, co-auteur de ce doc. Bravo. Très sympa, très ramassé, on apprend énormément de choses. Luc est aussi journaliste à la rédaction de Tech & Co. Jed, avant de rentrer dans le débat, un mot sur Hugging Face, qui est souvent nommée comme l'une des pépites de l'intelligence artificielle française. Française et américaine, parce que c'est une boîte franco-américaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter Hugging Face, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, Hugging Face est une plateforme d'outils d'intelligence artificielle. Ça veut dire que pour la plupart, on héberge donc des outils d'intelligence artificielle en open source. Donc, ça veut dire en libre accès. Quand je parle d'outils d'intelligence artificielle, je pense aux modèles, aux datasets et des démos que nous, on appelle Spaces. Donc, pour le dire très brièvement, des modèles, ce sont en effet des modèles d'intelligence artificielle, donc avec une architecture, etc. Des datasets, on s'en sert souvent pour entraîner ces 10 modèles. Et les démos, c'est ce qui correspond en fait aux applications complètes, donc comme un modèle de génération d'images, génération audio, etc. Alors voilà, c'est une société qui est B2B, c'est-à-dire qu'une entreprise va vous contacter pour aller chercher, on va dire, son modèle d'intelligence artificielle, qui peut être gratuit ou payant d'ailleurs. Et après, vous apportez votre expertise pour justement aller plus loin et accompagner l'entreprise qui aura choisi son modèle d'intelligence artificielle, c'est ça ? Exactement. Et disons que la particularité, la mission principale d'Hugging Face, c'est de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'entreprises aussi qui s'en servent parce qu'on veut devenir un peu l'écosystème de référence, surtout pour l'open source en intelligence artificielle. Mais on a aussi des utilisateurs qui, derrière l'écran, chez eux, ils veulent tester, créer des nouveaux outils. Et donc, ils se servent justement de l'écosystème Hugging Face pour développer leur propre outil d'intelligence artificielle. Très bien. Une boîte, donc, on le disait, franco-américaine, oui. Un peu bicéphale, finalement, parce que vous êtes présent aux États-Unis. Ça a été fondé par des Français, je crois. Exactement. Les 3 cofondateurs, ils sont tous les 3 Français. D'accord. Et en effet, nos plus gros bureaux, j'ai envie de dire, ils sont un à Paris et un à New York. Mais on est aussi un peu partout. Parce que nos collaborateurs, ils viennent un peu partout dans le monde. On est présent en Singapour, Chine, France, pas mal en France, aux États-Unis, etc., Canada, voilà. Alors, revenons à ce débat et à ce doc que vous avez pu voir et que vous pouvez retrouver en replay d'ailleurs sur le site de Tech & Co et sur YouTube, qui termine avec une note un peu pessimiste quand même, Luc. Vous avez justement mis l'accent sur un peu les frayeurs que peuvent engendrer cette intelligence artificielle générative, d'autant que c'est souvent les papas, les créateurs de cette IA qui mettent en garde sur l'avenir. N'aurait-il pas enfanté un monstre, en quelque sorte, qui va
nous manger tout cru. Et c'est pour ça qu'on trouvait pertinent de se poser la question, est-ce que finalement cette intelligence artificielle doit nous faire peur? Luc, quel est ton sentiment sur ce sujet? C'est vrai que c'est un peu, on va dire, la question alors à plusieurs milliards de dollars maintenant, vu l'ampleur que ce secteur prend dans l'économie. Comme c'est des outils qui, jusqu'ici, alors qu'on parle de ChatGPT, de Midjourney ou de beaucoup d'autres, qui jusqu'ici étaient inaccessibles, on va dire, au grand public, enfin, en tout cas qui n'étaient pas disponibles de manière gratuite, tout à fait accessible comme ça pour le commun des mortels et qui maintenant se retrouvent plus ou moins entre les mains de tout le monde. C'est ça, parce que l'IA, finalement, ça fait des années qu'elle existe. L'IA générative, c'est plus récent, mais finalement, c'est l'interface de ChatGPT qui a tout changé. Voilà, c'est des procédés, les Transformers de Google, c'est 2017, voilà, c'est des procédés techniques qui ont évolué au fur et à mesure des années et qui maintenant se retrouvent avec des applications vraiment concrètes pour les gens. Enfin, les gens voient ce que ça donne. Et comme on a l'impression de loin qu'elles peuvent un peu tout faire, génération de textes, d'images, etc., on peut se dire effectivement, ça paraît légitime de se demander au moins quel pourrait être l'impact de ces logiciels sur le monde du travail, sur les réseaux sociaux, l'information en ligne, sur la multiplication de deepfakes ou de choses comme ça. Il y a tout un tas de dimensions par lesquelles ces outils pourraient avoir effectivement des conséquences positives, potentiellement, comme très négatives, et tout dépend de l'usage qui en sera fait. Oui, c'est ça, Jada. Ça peut être le meilleur outil de l'homme, finalement, qui va nous augmenter, en quelque sorte. On risque de devenir des super-héros dans certains domaines avec l'intelligence artificielle générative. Mais c'est vrai que quand on suit un petit peu l'actualité, on commence à voir les premiers dégâts collatéraux de cette IA, avec cette boîte française qui a annoncé licencier plus de 200 personnes parce que, justement, l'intelligence artificielle va faire mieux que l'humain et plus rapidement. Donc, voilà, se demander est-ce que ça fait peur, c'est légitime finalement, c'est une question qui est légitime. Bien sûr, et surtout, je pense qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas beaucoup. Et une des missions, en tout cas aussi que je me donne en titre personnel, c'est vraiment d'essayer de démystifier le plus possible parce que pour moi, l'intelligence artificielle est vraiment que des statistiques. Après, ce sont des statistiques très performantes, évidemment. Je ne suis pas ici en train de rabaisser les résultats de ce type d'outils. Mais c'est important aussi de remettre un peu au centre du débat la responsabilité des humains qui est derrière. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer que ce sont vraiment des outils complètement autonomes qui agissent en totale autonomie. Donc, s'il y a des effets collatéraux, il faut aller rechercher les humains qui sont derrière ces effets collatéraux et retrouver les responsables. Et lorsqu'on se pose des questions très justes, comme disait justement Luc, c'est là où il faut avoir vraiment un débat collectif parce que c'est une technologie qui va transformer la société et ça, c'est certain. Donc il faut que l'homme garde la main en fait sur tout ça, qu'on soit un peu le boss de cette Exactement. intelligence artificielle. Mais il y a aussi, et on le disait tout à l'heure, cette peur qu'elle nous échappe parce qu'elle devient de plus en plus intelligente, parce qu'elle scanne des milliards et des milliards d'informations sur Internet. Elle n'a pas de conscience, mais parfois elle est surprenante de par ses résultats qui peuvent être erronés, mais elle le dit avec un tel aplomb qu'on a parfois l'impression de lire une information qui est vraie et pourtant elle est totalement fausse. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, Luc, tout ça. C'est ça, oui, c'est la fameuse AGI dont on parlait dans le documentaire, l'intelligence artificielle générale. Donc, c'est un concept, c'est pas encore, ça n'existe pas encore et on ne sait pas si ça existera dans les prochaines années parce qu'on a, voilà, comme vous l'avez dit, des programmes qui peuvent générer du texte qui semble crédible, mais il n'y a pas de raisonnement derrière ça. La machine ne réfléchit pas à ce qu'elle va dire, à l'entièreté de sa phrase, etc. Et donc, c'est une des perspectives, on va dire, possibles de développement, mais encore une fois, comment on définit cette intelligence artificielle générale? Il n'y a pas de définition vraiment claire, partagée par tout le monde. Une calculatrice est déjà plus intelligent qu'un humain dans les mathématiques, par exemple. Donc, c'est une des craintes, voilà, que cette IA échappe au contrôle des humains parce qu'elle serait plus puissante. Mais jusqu'ici, tous les programmes qui existent sont des programmes, comme l'a dit Giada, qui sont fabriqués par des humains, contrôlés par des humains. Et on parle beaucoup, par exemple, dans le cas on prend un exemple militaire, les drones autonomes qui pourraient mener des attaques de manière automatique sans supervision humaine. Là, on se pose instinctivement la question qui est responsable en cas de bavure. Mais c'est la même question. Qui appuiera sur le bouton pour tuer, par exemple, un humain. Voilà, mais c'est la même question pour ChatGPT, alors évidemment un registre totalement différent, mais c'est le programme génère du texte. Ensuite, c'est l'humain qui décide de ce qu'il en fait. Et ça, c'est valable pour tous les outils qui sont disponibles en ce moment. Ce qui est intéressant aussi, Giada, c'est qu'on rejoint des récits de science-fiction qu'on a tous connus et qui font écho à tout ça. Ce super ordinateur qui prend le relais, qui se rebelle contre les humains. Franchement, ça reste de la science-fiction. Il faut pas faire l'analogie avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Il ne faut pas en faire l'analogie, mais peut-être parce que je suis très fan aussi, et j'avoue, je l'ai aussi étudié en philosophie pendant mes cours de master, mais la science-fiction peut vraiment aider à donner un cadre un peu de ce qu'on souhaite, de la société qu'on souhaite avoir demain, grâce aussi à la technologie, parce qu'on ne va pas tout renier. Par exemple, il ne faut pas être vraiment en opposition, il y a toujours des nuances aussi dans l'utilisation. Et donc, l'idée, c'est... et il y a aussi l'idée qu'a toujours eu l'être humain concernant des technologies un peu apocalyptiques. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas trop. Donc, je pense que c'est tout à fait physiologique d'avoir ce type de réaction-là. Probablement que d'ici 10 ans, on va en rigoler, j'en sais rien, j'espère. C'est parce qu'on se sera habitué. Exactement, on se sera habitué. Donc, je suis là pour dire qu'en avoir peur, c'est stupide, pas du tout. Il faut juste s'éduquer et savoir surtout qu'est-ce qu'on en fait. Parce que justement, comme disait Luc aussi, il y a des projets, par exemple, d'intelligence artificielle générale. Mais moi, la question que je pose à chaque fois, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Parce que même, par exemple, on a nommé des gros modèles de langage qui sont très performants comme ChatGPT. Si on va aller encore plus au-delà en compétences, et on monte en compétences et en performance, moi la question que je pose c'est qu'est-ce qu'on doit en faire avec cette simulation de conversation, de cette simulation d'interaction, parce que le but c'est pas d'avoir un espèce d'oracle de défi ou devant nous qui va répondre à toutes nos questions. Si c'est quelque chose qui doit nous aider à améliorer un peu notre quotidien et nos tâches peut-être répétitives, il faut que ça reste un outil encore une fois, il faut qu'on puisse toujours trouver le responsable derrière, comme je disais. Oui, et puis quand on se raccroche encore une fois à la science-fiction, on imagine tout de suite le coup d'après, c'est la robotique. Parce que cette intelligence conversationnelle qu'on a avec ChatGPT, si demain on arrive à l'incarner avec un robot, alors qui peut être un compagnon à la maison ou un compagnon de travail dans on va dire, divers scénarios, là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Enfin, je sais qu'il y a des boîtes de robotique, notamment françaises, qui s'intéressent à ça, à l'intelligence artificielle, et l'intégrer dans la robotique. Oui, voilà, ça rappelle tout de suite un imaginaire que tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre, le robot intelligent, etc. C'est vrai qu'au final, ça reste des secteurs relativement séparés. Enfin, en tout cas, quand on parle de l'IA générative ChatGPT, Midjourney, il ne suffit pas de mettre le logiciel dans un robot pour qu'il sache comment mouvoir les parties mécaniques, tout ça. C'est vraiment un travail supplémentaire et qui, pour le moment, alors il y a des boîtes évidemment comme Boston Dynamics, par exemple, qui travaillent beaucoup sur la mobilité des robots. Et il y a eu d'autres exemples, par exemple ce robot humanoïde, relativement très réaliste, Ameca, là, ce robot dans lequel des chercheurs avaient branché une version de ChatGPT et un générateur de voix. On a l'impression effectivement que c'est tout proche, mais il y a encore énormément de travail de ce côté-là, notamment dans la mécanique et se mouvoir. C'est quelque chose qui nous paraît inné, mais qui n'est pas du tout le cas. Et il faut trouver des usages aussi à tout ça, parce que c'est vrai que c'est une démonstration technologique, mais après il faut que ça serve à quelque chose. Donc pour vous, cette intelligence artificielle, pas de quoi paniquer aujourd'hui. Simplement, on voit aussi qu'il y a une volonté de reprise en main de ce sujet par les institutions, que ce soit aux États-Unis, avec pas mal de cellules de réflexion qui sont menées, en Europe aussi. Alors il y a l'IA Act, mais il y a aussi ce comité qui a été lancé par Elisabeth Borne, notre première ministre, sur justement essayer de mettre en place une feuille de route pour amener la France dans la bonne direction sur l'IA. Est-ce qu'il faut aussi réguler cette IA? Est-ce que c'est le rôle en fait des gouvernements et des institutions de la réguler, à votre avis? La question de la régulation, je pense que Ziada pourra en parler. Madame éthique. C'est sûr qu'il faut s'en intéresser et c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir un débat collectif parmi toutes les parties prenantes. Donc j'ai envie de dire les gouvernements, les institutions, mais aussi les utilisateurs, parce qu'on a souvent, même trop souvent, tendance, surtout dans ce type de nouvelles technologies très performantes, etc., d'oublier vraiment les cas d'application et les utilisateurs. Et quand je dis utilisateurs d'une intelligence artificielle, c'est pas que l'utilisateur direct, mais aussi ceux qui sont indirects. Donc, par exemple, c'est des gens ou des populations entières qui en subissent les conséquences ou qui n'ont même pas demandé peut-être à utiliser. Donc, c'est sûr que les institutions doivent s'intéresser à tout ça. Là où j'ai envie peut-être de donner un conseil de spécialiste, entre guillemets, c'est de ne pas rentrer trop dans les détails parce que la technologie, elle avance extrêmement vite, même beaucoup plus vite que toutes les technologies qu'on a vues auparavant. Donc, si on va faire une régulation qui va rentrer trop dans les détails techniques, c'est sûr que ça va être vite fait dépasser. Très rapidement. Parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont graves quand même. On parlait de deepfake tout à l'heure. Et dans le doc, on voit qu'il y a des démonstrations incroyables de traduction. Et d'ici là, il y en aura encore d'autres
d'autres qui seront. Et elles seront de plus en plus performantes, c'est-à-dire qu'un jour, plus personne ne pourra détecter le vrai du faux. C'est une question de mois ou d'années au maximum. On est d'accord. Donc là aussi, comment après ne pas être victime de désinformation par des pays, par des entreprises qui veulent désinformer, ça peut être le cas, non? Moi, je pense que, après, je vous laisserai la parole, mais il faut malheureusement ou heureusement réapprendre à être sur Internet. C'est là où j'insiste sur le fait qu'il faut éduquer. Code de la route d'Internet, enfin, un code de l'Internet. Bah oui, parce que déjà, entre ma génération, par exemple, la génération de mon papa, je sais que lui, tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, il pense que c'est vrai parce que c'est comme si c'était imprimé ou que ça venait de la télé. Donc c'est un peu une institution. À partir du moment où c'est sur l'écran de son téléphone, c'est légitime. Exactement, il y a une légitimité. Alors que j'ai beau à lui expliquer que c'est pas vrai parce qu'il peut avoir des fake news, etc. C'est la même chose. Donc là, j'ai envie de dire que c'est pas l'IA qui crée les fake news, mais ça va l'amplifier, ça c'est sûr. Donc on va rentrer dans un monde de la post-vérité qui a été théorisé aussi il y a des décennies et décennies. Donc, il va falloir réapprendre un peu à se méfier, donc avoir un degré de confiance, si vous voulez, sur Internet et de la vie qu'on a en ligne, qui va être différente, qui va être changée et transformée, ça c'est sûr. Après, je trouve ça injuste de se focaliser que sur les côtés négatifs, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de côtés positifs. Bah, par exemple, on parlait des technologies d'IA conversationnelles. Moi, j'ai un peu une vision où ça peut être utile, c'est avoir une interaction où on donne des tâches spécifiques, par exemple, à notre assistant. Vous voyez Siri, moi, je pense que, par exemple, des technologies d'assistants personnels qui sont dans notre téléphone, on va avoir dans le futur, elles les apparaître un peu plus. Et au lieu de leur demander... Parce que tous ces assistants vocaux sont assez ils sont pas très performants. Exactement. Voilà. Parce qu'ils sont en fait ils ne sont pas sur l'IA générative, d'après ce que j'ai compris. Non, pas du tout. Vraiment... C'est plus d'étapes de vérité, c'est plus de l'IA symbolique. Voilà, tout à fait. Mais le jour, et on sait qu'Apple, Amazon et Google travaillent à la transformation de leurs assistants vocaux, là, ça va être différent. On va se rapprocher peut-être d'un film comme Her, que vous avez peut-être vu, alors qui doit en plus avoir pas mal de résonance dans ce que vous faites, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle avec ce film, elle a une personnalité finalement, et l'humain s'attache et tombe même amoureux en fait de son application. Il y a eu déjà des cas d'ailleurs de réplicage. Je ne sais pas si vous connaissez l'application justement où on peut avoir des relations amoureuses avec un compagnon d'IA. Et il y a eu un moment précis où cette entreprise en fait a fait marche arrière, donc on ne pouvait plus avoir de relations amoureuses par exemple, et ça a créé un vrai choc chez ses utilisateurs. Donc c'est pour ça que ça reste un travail humain. Il faut toujours accompagner vraiment des spécialistes aussi des sciences humaines et sociales, j'ai envie de dire, parce que on joue vraiment avec l'humanité et tout ce qui nous rend humains. C'est ce que je dis tout le temps. On n'a jamais autant parlé de ce qui nous rend humains, donc ça c'est une grande qualité aussi qu'on doit à l'intelligence artificielle, parce qu'on ramène toujours le discours à nous, mais il ne faut pas oublier qu'on est humain et que c'est aux machines de s'adapter à nous. Tout à fait, on est très fragile, surtout peut-être pas nous sur ce plateau, mais je pense surtout aux plus vulnérables, et pas que les plus âgés, mais aussi les plus jeunes, justement au degré de confiance, comment est-ce qu'on va s'en servir, parce que l'anthropomorphisme, donc relié par exemple, je crois qu'en plus ils en ont parlé pendant le documentaire, c'était très bien. Ce sont des risques, mais c'est aussi un réflexe complètement humain. Et ce sont des choses qui vont arriver n'importe quand, n'importe comment. Donc il faut savoir anticiper ce genre de choses. Il faut juste essayer de créer des outils qui prennent en compte toutes ces caractéristiques humaines et qu'ils n'essaient pas de les contourner, mais juste d'en prendre compte. Luc, une question aussi sur l'aspect géopolitique, parce que quand on voit cette IA, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, pour la plupart, viennent des États-Unis. On citait OpenAI avec Microsoft, Google, Meta, etc. On sent qu'il y a une volonté européenne de reprendre un peu la main. On voit qu'il y a des levées de fonds très importantes sur des boîtes qui sont très prometteuses en matière d'IA, comme Mistral, etc. Et puis il y en a d'autres. Puis Hugging Face, qui est un peu français aussi. C'est important, ce sujet, d'essayer d'avoir, alors c'est le mot à la mode, mais la souveraineté dans le monde de l'intelligence artificielle. Essayer de dépendre le moins possible des Américains, par exemple, ou des Asiatiques aussi, de l'autre côté. C'est vrai que il y a énormément une grosse partie des géants de la tech sont les géants de la tech s'intéressent à l'IA, et les géants de la tech sont pour la plupart aux États-Unis. Et il y a beaucoup de pays en ce moment. La France n'est pas la seule, on va dire, à essayer de reprendre
reprendre l'ascendant, on va dire, sur la régulation, le contrôle de ce secteur. Donc les États-Unis enclenchent tout un tas de discussions. On a le Royaume-Uni qui va aussi organiser, qui a prévu d'organiser un sommet autour de ces questions-là. Donc beaucoup de pays veulent se placer en tant que leader de la régulation et pour encourager le secteur dans leur propre, au niveau national aussi. Et en tout cas, la France, voilà, on en discutait, a des avantages aussi. Si jamais le gouvernement veut autant promouvoir l'IA en tant que secteur économique en France, c'est aussi parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Il y a des formations qui... Chez Meta, par exemple, vous avez énormément d'ingénieurs qui sont issus de formations françaises, comme à Polytechnique. Il y a beaucoup en ce moment, encore plus, des startups ou des entreprises qui s'intéressent à ces sujets. Donc, on pense à Mistral AI, évidemment. Et donc, il y a eu ce comité interministériel aussi qui va essayer de faire une feuille de route, on va dire, voilà, pour placer la France dans ce secteur-là et l'Europe par extension, évidemment, parce que c'est surtout au niveau européen que ça va se décider. Il y a le AI Act, donc en anglais, le règlement sur l'intelligence artificielle, qui est en cours de discussion, qui devrait être discuté, amendé, adopté dans les prochains mois, les prochaines années, probablement d'ici 2024. Et le tout, effectivement, c'est de savoir quelle régulation, sur quelle régulation on va déboucher. Et le débat, c'est est-ce qu'il faut une régulation, quelque chose d'assez ouvert pour permettre justement au secteur économique de se développer, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose de plus contraignant pour éviter justement tous les usages négatifs dont on parlait, mais qui risque d'imposer un certain nombre de contraintes aux entreprises. Voilà, il y a déjà un certain nombre de dirigeants qui ont appelé l'Europe à ne pas trop réguler, à ne pas trop serrer la vis, parce que ça pourrait justement pénaliser le continent par rapport aux États-Unis et à la Chine, dont on parle moins, mais qui est tout autant motivée sur ce sujet. Performante sur ce sujet, qui va progresser forcément. C'est ce que vous disiez en plus, Jada. Plus on régule, moins on sera proactif, parce que évidemment, le temps que tout ça se mette en place, ces cellules de réflexion, etc., l'IA, elle avance. Exactement. Et en plus, j'ai envie de dire, heureusement que le temps de régulation est lent, parce que c'est comme ça que la démocratie marche. Donc il ne faut pas aller, parce qu'il y a eu aussi des débats autour, est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite, est-ce qu'on ne devrait pas adopter plus de régulations, de lois ou des projets pour pouvoir s'adapter à la technologie? Non, enfin, de mon point de vue, j'espère qu'on ne le fera pas, parce que c'est juste comme ça qui marche la démocratie, ça prend du temps. Donc il faut rester assez généraliste, ne pas rentrer dans les détails, mais surtout, vraiment j'insiste pour essayer d'inclure les utilisateurs, les citoyens, nous, au centre du débat, parce que c'est vraiment souvent les oubliés. Et on les citait tout à l'heure, les plus fragiles et les plus vulnérables, parce que le nombre d'utilisations bonnes et mauvaises, ils sont vraiment innombrables, et on ne sait pas encore aujourd'hui. Mais je reviens à cette, on va dire, cette vision, si on prend un peu de recul géopolitique. Est-ce qu'on a encore notre rôle à jouer au niveau français, au niveau européen en matière d'IA? Les Américains n'ont pas trop pris d'avance sur nous? Au niveau régulation ou au niveau plutôt technologique? Ah oui, là c'est le cœur de la question. J'ai envie de dire pas trop, parce que c'est vrai qu'en France on a énormément de talent. J'ai envie de dire aussi au sein de l'Union européenne ou le continent européen, c'est là où il se passe pas mal de choses intéressantes aussi. Déjà par l'intérêt aussi des institutions, mais aussi en termes de prouesse technologique. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est en effet qu'on se trouve vraiment entre la Chine et les États-Unis, donc les gros géants. Et en termes technologiques, peut-être c'est vrai que les États-Unis sont un tout petit peu plus à l'avance, mais c'est pas une bataille perdue, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est le moment de sortir à jouer aussi et de dire on est là aussi et on est prêt à faire partie. C'est maintenant qu'il faut se lancer, parce que maintenant, oui. Quand on voit un petit peu le bilan, on a perdu la bataille du smartphone. Enfin, il n'y a plus d'acteurs de smartphone européens. Le cloud, on peut dire que c'est plié aussi. Les gens sont américains. On a encore notre carte à jouer en matière d'IA et de souveraineté dans le domaine de l'IA. À ton avis, Luc? Il y a les différentes entreprises dont on a parlé, et je pense qu'au niveau technologique aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces géants, effectivement, donc on pense à Google, on pense à Meta, développent énormément de choses, mais une bonne partie, en tout cas un certain nombre d'acteurs, les mettent à disposition, enfin, notamment Meta qui met énormément de systèmes à disposition, alors de manière plus ou moins open source, c'est pas toujours entièrement utilisable pour tous les usages par tout le monde, mais il y a énormément d'outils, de logiciels, de techniques qui peuvent être ensuite récupérés par des acteurs européens, français, aussi sur Hugging Face évidemment, qui permet de mettre à disposition tout ça. Donc au niveau technologique, évidemment, il y a aussi toutes les questions de matériel. Ça demande énormément de les fameuses cartes graphiques, en tout cas tous les composants qui sont très demandés en ce moment et qui sont plus facilement peut-être accessibles à des énormes boîtes américaines qu'à des petits français. C'est la fête chez Nvidia, notamment. C'est ça. Mais du point de vue technologique, il y a certains avantages dont
entre guillemets, tout le monde peut profiter en France, et y compris dans le reste du monde. Voilà, les pays moins riches peuvent aussi utiliser ces outils-là. Voilà, donc restons optimistes pour terminer ce Tech et Débat. L'IA va révolutionner notre quotidien. Il faut l'embrasser, surveiller, peut-être la réguler un petit peu pour éviter les abus. Essayer de garder, et en tout cas d'acquérir cette souveraineté, on va dire, dans le domaine de l'IA au niveau français et européen. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Merci beaucoup, Gialia Pistilli, responsable de l'éthique chez Hugging Face. Et merci à toi, Luc Chagnon, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Voilà, ce Tech et Débat est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite évidemment à nous suivre à la fois sur la chaîne Tech & Co que vous pouvez retrouver sur toutes les box opérateurs et depuis peu sur Molotov, mais aussi sur YouTube et sur le site de Tech & Co. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très très vite, bien sûr. Et merci de nous suivre.